Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Bloch et je suis très heureux de vous accueillir pour cette session des Sustainability Days d'Accenture consacrée aujourd'hui à l'économie circulaire et la façon dont elle réinvente la chaîne de valeur. Parce qu'effectivement, face à l'ensemble des défis environnementaux qui s'accélèrent et qui sont de plus en plus nombreux, comment repenser sa chaîne de valeur? Comment réduire l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie? Comment concevoir des produits et des services éco-responsables, sourcés des matériaux durables, collaborer et innover avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec 4 invités, au premier rang desquels Sylvie Brandili. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie qui est directrice exécutive Accenture Stratégie en charge des activités conseil, supply chain et achats. À ma droite, Séverine Terricavé. Séverine, vous êtes directrice des achats direct groupe L'Oréal. Je le donne en anglais aussi. Chief Procurement Officer Direct Sourcing du groupe L'Oréal. Et puis à vos côtés, Pierre-François Thaler. Pierre-François, vous êtes cofondateur d'Ecovadis. Vous scrutez toutes ces entreprises et vous mesurez leur implication dans tous les sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Et puis Étienne Tichit, qui est corporate vice-président et directeur général de Novo Nordisk, qui est une entreprise qui a la chance d'être détenue par une fondation danoise, et on va voir que ça a de l'incidence sur son implication sur les sujets qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Mais pour commencer, j'aimerais, Sylvie, que vous nous aidiez un petit peu à comprendre de quoi on va parler pendant ces 45 minutes quand on parle d'économie circulaire. Est-ce qu'on peut la définir ? Alors, le principe de l'économie circulaire, c'est de réduire la consommation, c'est de réduire le gaspillage, Oui. réduire la production de déchets. En fait, c'est de mettre en place des modes de production et de consommation plus responsables. En fait, aujourd'hui, le modèle dominant, c'est un modèle qu'on appelle linéaire. On extrait, on fabrique, on consomme et on jette. Donc, d'un côté, ça se traduit par un épuisement des ressources, de l'autre, par une accumulation des déchets. Donc, l'économie circulaire, à l'inverse, elle a vocation à réutiliser, à recycler, réduire, voire éliminer les déchets. Donc pour maximiser l'utilisation des ressources. Alors, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Et effectivement, elle prend de plus en plus d'importance dans la stratégie des entreprises. Un chiffre qui m'a frappé, nous consommons l'équivalent d'1,7 planète par an. Tout à fait. C'est ça qui déclenche le nombre d'entreprises qui s'en préoccupent davantage que par le passé, parce que vous l'évoquez vous-même, c'est pas nouveau l'économie circulaire. Simplement, elle est de plus en plus prégnante aujourd'hui. Alors effectivement, en fait, aujourd'hui, on surconsomme les ressources naturelles. Donc on estime qu'on consomme à peu près 70% de ressources en plus par rapport à ce que la planète est capable de régénérer, donc ce qui revient à ce chiffre de 1,7 planètes consommées par an. Évidemment, ce n'est pas tenable, surtout quand on regarde les projections en termes de croissance démographique et d'évolution de la consommation. On a ce chiffre avec des échéances 2030, 2040, 2050. On sait combien de planètes on risque de consommer sans y parvenir si on ne change rien ? Alors ce qu'on sait, c'est que les projections démographiques, c'est autour de 9 milliards d'habitants d'ici 2050. Oui. Donc effectivement, en nombre de planètes, là, on va être un peu coincé. Donc l'objectif de l'économie circulaire, c'est de réussir à découpler la courbe de croissance économique de la courbe d'utilisation des ressources et d'émissions carbone, qui sont aujourd'hui très fortement corrélées. Alors, on va le voir ensemble, le rôle des achats est très très important dans la supply chain des entreprises, et notamment pour atteindre ces objectifs de plus en plus ambitieux de réduction du CO2, effectivement, et du développement durable. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Pourquoi si important les achats? Est-ce que là aussi on a quelques éléments chiffrés notamment? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous sensibiliser? Et on va voir ensuite des exemples avec Séverine notamment. Alors en fait, l'ensemble des biens et des services qui sont achetés par l'entreprise et l'ensemble de sa supply chain, ça représente une part très significative dans l'empreinte environnementale d'une organisation. C'est ce qu'on appelle le scope 3. Scope 3. Le scope 3, voilà. Donc quand on regarde le bilan carbone, le scope 1, ce sont toutes les émissions directes liées aux opérations. Le scope 2, c'est tout ce qui est lié à la consommation d'énergie. Et le scope 3, donc ce sont les biens et les services achetés. Et également l'usage qui est fait du produit jusqu'à sa fin de vie. Et ce scope 3, ça représente 80% des émissions carbone. Donc l'enjeu autour de Wow. les enjeux sont très importants autour de la réduction de l'empreinte environnementale de la supply chain. Et alors, l'entreprise, en fait, comment est-ce que tout ça se cascade entre l'écosystème fournisseur et tout au long de la supply chain? Expliquez-nous pourquoi le rôle est à ce point majeur. Parce que il y a d'autres sessions de ces Days d'Accenture consacrées à l'économie durable où effectivement on évoque le stakeholder centricity, le fait qu'aujourd'hui il y a tout un écosystème. La supply chain est un des éléments en fait, fondamentaux de cet écosystème. Oui, et c'est justement le rôle des achats d'aller sélectionner des fournisseurs qui sont plus responsables. Donc de mettre en place
on va dire des critères clairs en termes de responsabilité sociale, responsabilité environnementale, qui vont servir à sélectionner les fournisseurs et à cascader, comme vous l'avez dit, les ambitions en termes de responsabilité, de responsabilité sociale et environnementale à l'ensemble de cet écosystème. Donc pas uniquement les fournisseurs directs, mais tous les fournisseurs tout au long de la chaîne. Le rôle des achats, c'est aussi de mettre en place une mesure de la performance RSE de leurs fournisseurs, ce qui va permettre de développer des plans d'amélioration, de pouvoir avoir un véritable impact. Alors on a la chance d'avoir Séverine Terry-Cavé avec nous parce qu'en travaillant sur ce sujet, je me suis aperçu que tout le monde m'a dit L'Oréal a été une des premières entreprises à s'y intéresser et à influencer l'ensemble du monde industriel notamment sur ces sujets. Ça a démarré quand et comment L'Oréal et à quel moment a-t-il décidé de jouer ce rôle de vigie finalement aussi et de démarrer un peu avant les autres? Oui, donc l'engagement de L'Oréal dans le développement durable, ça fait déjà plus de 25 ans. On a ce début d'engagement. La fonction achat, comme le disait tout à l'heure Sylvie, c'est vraiment un rôle majeur. Pourquoi ? C'est d'engager l'ensemble de l'écosystème des fournisseurs. Alors, pour reprendre, qui sont extrêmement nombreux. Alors, extrêmement nombreux. Chez L'Oréal, oui. C'est 50 000 fournisseurs. 50 000. Donc, à chaque fois qu'on s'imagine 50 000 fournisseurs, 50 000 entreprises. De toute taille, j'imagine. De toute taille, Une TPE, à travers le monde. Jusqu'à des grands groupes chimiques, notamment. Absolument. Que ce soit depuis le domaine des naturels, dans le packaging, on les retrouve partout, mais aussi des fournisseurs indirects. Et ça, c'est très important pour nous parce que derrière, chacune de ces 50 000 entreprises vont elles-mêmes engager leurs collaborateurs, leurs employés, mais aussi leurs propres fournisseurs. Donc on a une vraie réaction en chaîne. Là, on voit la chaîne. Pour cascader des ambitions en termes de développement durable. Et alors, votre mission, notamment dans votre job, c'est notamment d'aider ces entreprises à se transformer. Vous les aidez sur ces sujets-là ? Tout à fait. Parce que 50 000, c'est un enjeu considérable. C'est massif. Comment fait-on ? Donc comment fait-on ? On a commencé humblement avec des partenaires notamment comme Ecovadis. Qui va nous expliquer comment lui juge les entreprises et leurs fournisseurs. Oui. Donc au début du voyage, c'est une question d'engagement de ces fournisseurs, de les faire monter à bord du grand bateau. Et puis après, on est vraiment dans une démarche de progrès, petit à petit, pour pouvoir aller un jour atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux à l'échelle. On les embarque par l'envie ou par la contrainte ? On les embarque par l'envie, bien sûr. Mais un peu de contrainte quand même, parce que je pense que lorsqu'on est maintenant fournisseur de L'Oréal, on n'a pas forcément l'occasion de faire n'importe quoi. Sinon, on est potentiellement déréférençable, si je puis dire. C'est pas le bon mot, mais j'imagine qu'aujourd'hui, quand on ne suit pas cette logique d'un groupe comme le vôtre qui est leader sur ces sujets, on vit dangereusement. Voilà, mais en même temps, est-ce que c'est encore une option ? Non, bien sûr. Suivre cette logique. Évidemment pas. Donc, et j'évoquais votre rôle comme majeur et de manière positive en disant cela. Tout à fait. Mais c'est vrai que des groupes comme le vôtre mettent forcément une pression sur l'ensemble de l'écosystème. Alors une pression bien sûr saine. Et l'idée, c'est vraiment de les embarquer, de les accompagner, en vraiment leur faisant bénéficier souvent de services aussi. Ça peut être un coaching personnalisé pour pouvoir les accompagner dans leurs réponses, que ce soit pour des questionnaires comme Ecovadis ou des questionnaires comme sur le Carbon Disclosure Programme. Donc c'est vraiment une invitation à une vraie démarche de progrès. Et là aussi, il y a une accélération très forte maintenant, parce que vous dites que ça fait 25 ans que le groupe L'Oréal est sur ces sujets, qu'il agit beaucoup. Est-ce que vous sentez depuis 2-3 ans, notamment avec ce qu'on évoque sur la redéfinition des raisons d'être dans les entreprises de plus en plus actives, etc., vous sentez cette accélération partout ? Tout à fait. L'ensemble de nos fournisseurs stratégiques aujourd'hui revient vers nous avec des engagements bien souvent publics, ambitieux, à la hauteur, notamment en termes de décarbonisation. Donc on sent une vraie accélération sur les 3 dernières années, tout à fait. C'est évidemment une bonne nouvelle. Alors, comment évalue la performance RSE des entreprises ? Justement, vous évoquiez à plusieurs reprises Pierre-François Thaler et Ecovadis. Peut-être un mot pour présenter votre entreprise. Je vous invite de le faire, mais j'ai quelques chiffres clés. Ce sont 600 grands donneurs d'ordre du type CAC 40, ETI. Vous êtes leader de ce marché. 80% de votre chiffre d'affaires se fait à l'international. Et en fait, vous avez dans votre groupe 50% de vos collaborateurs qui sont un peu des techies, des technos en fait, et 50% d'analystes RSE qui valident les éléments de preuve des entreprises que vous scorez. C'est une entreprise que vous avez créée vous-même, je crois, il y a 14 ans ? On est 2 cofondateurs. Cofondateurs, Frédéric Trunel, cofondateur. Il y a 14 ans, effectivement. Voilà pour présenter l'entreprise. Et votre job, c'est de fournir des informations fiables à vos clients. Mais expliquez-nous comment vous fonctionnez et comment, justement, on mesure cette performance RSE des entreprises et de leurs fournisseurs.
Donc effectivement, il y a 14 ans, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de pionniers comme L'Oréal, mais d'autres grands groupes aussi qui commençaient à mettre en place des systèmes d'évaluation, de questionnaires, d'audits. Voilà. Et puis il y avait une très grande duplication des efforts parce que les fournisseurs sont souvent communs. Et on s'est dit qu'en utilisant de la techno et en créant un standard d'évaluation mutualisé, voilà, on permettrait aux fournisseurs d'être évalués une fois pour toutes pour l'ensemble de leurs clients. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec 80 000 clients dans le monde, dans 150 pays qui sont évalués. Et donc pour évaluer les fournisseurs, comment on fait? Quels sont les axes d'évaluation? La première chose, c'est d'avoir un référentiel, une méthode. Voilà, donc on a 21 critères, ça va des émissions de CO2 à l'économie circulaire, à problèmes de santé-sécurité ou de corruption. Voilà, il y a une méthode qui est déclinée par métier, parce que quand on fait des packaging cosmétiques ou quand on fait des produits pharmaceutiques actifs, l'insuline, c'est pas exactement les mêmes enjeux. Et ensuite, on utilise une combinaison de technologies, voilà, pour collecter de l'information, à la fois des fournisseurs eux-mêmes et de sources d'informations spécialisées. Voilà, quand on est en Chine, on a accès à des bases de données d'ONG, par exemple, qui remontent des informations sur certains sujets environnementaux. Oui. Voilà, et tout ça est validé par des analystes, voilà, pour faire des scorecards et des fiches d'évaluation faciles à comprendre, à la fois pour les donneurs d'ordre et pour les fournisseurs, oui, pour que les donneurs d'ordre puissent dire, soit d'une façon incitative, voilà, si votre score ou votre score sera valorisé à hauteur de 10% ou 15% dans le prochain appel d'offres, voilà, au même titre que la qualité, ou au même titre que le coût, voilà, ou dans une démarche un peu plus contraignante en disant si vous n'avez pas un minimum de 50, voilà, vous ne pourrez pas être référencé pour ce prochain programme, quoi. Donc le but, c'est effectivement de pousser les fournisseurs à s'améliorer et de faire ça d'une façon très industrielle, parce qu'il y a des millions de fournisseurs. Que permet aujourd'hui justement l'amélioration, enfin la capacité à traiter des milliards de data qu'on n'avait pas forcément avant aussi. Je pense que la techno est de plus en plus importante. On évoquait, j'entends souvent un effet Covid sur ces sujets-là. Est-ce que vous observez depuis quelques mois, cette année et demie un peu incroyable qu'on vient de passer, une accélération et des demandes éventuellement de vos clients ou pas sur ces sujets ? Donc nous, on a eu une vraie accélération. C'était pas évident au départ, où on a eu un peu peur, comme tout le monde, au premier trimestre. Parce EcoVadis a été créé au moment de la première crise économique là, de 2007-2008, et là, tous les sujets RSE ont été mis au placard pendant 2 ou 3 ans. C'est tout le contraire qui s'est passé là. Donc nous, par exemple, notre activité, voilà, on prévoit 60% d'augmentation sur les prochaines, et on a vu notamment un vrai changement aux États-Unis. Il y avait depuis de nombreuses années un leadership plutôt européen sur ces sujets dans les pays nordiques ou en France. Les États-Unis étaient vraiment à la traîne, et ça a changé depuis 18 mois. Voilà, il y a beaucoup de grands groupes, et même de groupes de taille moyenne américaine, qui réalisent que maintenant ce sujet, c'est critique pour les investisseurs, c'est nécessaire pour les consommateurs, que la crise du Covid a montré aussi que les fournisseurs qui étaient les moins disants de la matière RSE, ils ne protégeaient pas leurs salariés, et c'est eux qui s'arrêtaient de fonctionner. Ils survivaient moins bien cette crise, oui. Donc ça a été un vrai accélérateur pour tous ces sujets de supply chain durable. J'ai un chiffre aussi qui est intéressant, 64% des entreprises évaluées par EcoVadis améliorent leur performance RSE lors de la deuxième évaluation. Donc il y a un effet, clairement, une dynamique de progrès. Ça crée cette transparence, en fait, crée une dynamique de progrès. Oui, qui est une combinaison des benchmarks et des outils qu'on peut fournir aux fournisseurs, et puis bien sûr de ce que font nos clients. Parce que quand L'Oréal dit dans le prochain appel d'offres, ça comptera à hauteur de 10%, où on se fixe des objectifs conjoints d'amélioration, parce que ces sujets carbone, par exemple, c'est critique. Oui, bien sûr. Voilà, c'est l'ensemble du réseau qui permet ces améliorations. Alors, j'ai une autre étude, et là je me tourne vers vous, Sylvie, une étude d'Accenture d'ailleurs, qui a été menée auprès de 1000 dirigeants dans le monde entier, qui montre que 74% d'entre elles ont commencé à mettre en place des initiatives circulaires. Concrètement, en fait, comment ont-elles pivoté vers la circularité, en tout cas, si je puis m'exprimer ainsi? En fait, il y a 2 axes principaux pour faire cette rotation vers la circularité. Ce pivot. Exactement. Le premier axe, c'est travailler sur ces opérations. Oui. Donc ça va être de travailler sur la réduction de la consommation d'énergie, réduction de la consommation d'eau, réduction de la production de déchets, faire la migration vers des contrats d'énergie renouvelable. Donc en général, c'est la première étape, soit c'est la plus facile à enclencher. Et le deuxième axe, ça consiste à travailler sur le produit. C'est-à-dire repenser complètement, réinventer son produit dans une logique d'éco-conception. C'est-à-dire qu'on va penser dès le départ le produit en se projetant sur tout son cycle de vie,
pour prévoir soit une réutilisation, soit une logique de recyclage. Mhm. C'est repenser aussi, réinventer les matériaux, aller sourcer des matériaux plus responsables et chercher des alternatives innovantes aux matières qu'on utilise. Et ça peut aller jusqu'à mettre en place des dispositifs de collecte et de recyclage de ces produits. Alors, il y a un très bon exemple avec vous, Pierre, avec Tichit, parce que chez Novo Nordisk, justement, vous avez un exemple très intéressant, on va le développer ensemble. Mais avant, j'aimerais juste vous faire intervenir sur 3 piliers. Vous m'avez dit, il y a 3 piliers stratégiques chez nous en termes de circularité. Il y a le pilier l'entreprise circulaire, le produit circulaire et les fournisseurs et les appros circulaires. C'est ça qui guide un petit peu votre façon de voir l'économie circulaire? Oui, alors exactement. Alors, Novo Nordisk, nous, on est une entreprise de santé. Déjà, pour commencer, notre responsabilité, c'est de servir des patients à travers le monde et plus particulièrement en France, donc avec 8 millions de patients qui sont servis chaque jour avec des insulines, donc un environnement très très réglementé. Oui. Et en même temps, eh bien aussi des cycles d'innovation qui ne sont pas que des cycles d'innovation sur les molécules, mais aussi sur toute la circularité. Donc les 3 piliers que vous mentionniez, effectivement, sont 3 piliers qui sont là en fait depuis quasiment les débuts de Novo Nordisk. Qui appartient à une fondation, hein. Alors c'est pas des fondations, mais carrément de nos statuts, puisque au sein de notre fondation, en fait, on a des statuts et ces statuts reprennent en fait les 3 piliers qu'on retrouve classiquement dans la RSE. Alors, comment est-ce que vous circularisez vos opérations, justement? Parce qu'il y a plein d'exemples en termes de réduction de l'eau, la réutilisation de la chaleur. Racontez-nous un petit peu, vous me donnez plein d'exemples passionnants, en fait. Oui, alors je vais me limiter à des exemples français. Allez, puisqu'on a une usine, un site de production à Chartres. Notre cœur de métier, c'est de produire de l'insuline et de la rendre disponible pour les patients de façon à ce qu'ils puissent l'injecter eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire qu'on travaille sur des formes liquides, injectables et administrables par le patient. Donc typiquement des stylos d'insuline. Alors, quand on regarde ces formes galéniques-là, pour pouvoir réussir leur production, la première chose, c'est on met en œuvre des bioréactions. Donc, on a des bioréacteurs pour lesquels on utilise beaucoup d'énergie pour chauffer ces bioréacteurs, faire des fermentations, et puis en même temps, refroidir ces bioréacteurs de façon à avoir une insuline qui revient à température ambiante, et puis évidemment, utilisation de beaucoup d'eau. Donc pour l'énergie, la première chose, c'est qu'on a converti déjà en 2019 l'ensemble de notre outil en utilisant la biomasse. Donc typiquement, c'est quand on parle des années 2015, on était à 8500 tonnes de CO2 émis par notre usine de Chartres. Ouais, j'ai vu ça. Et ces 8500 tonnes, premier trimestre 2022, seront éliminées sous forme de vapeur. Donc ça sera de la vapeur d'eau et plus du tout du CO2. Donc ça, c'est la première chose. Ça correspond à peu près à l'équivalent de 6000 voitures qui roulent en continu, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est encore un cycle d'innovation, c'est de passer à des systèmes de chauffage par biomasse. Évidemment, après, donc la biomasse implique qu'on récupère des déchets ou des copeaux de bois à moins de 150 km. Donc, ce qui veut dire que non seulement on produit en France, mais en plus, on implique aussi des fournisseurs qui sont on va dire, à très courte distance. Et vous fabriquez quoi avec, d'ailleurs? Eh bien non, mais ça c'est pour chauffer nos bioréacteurs. Et qui chauffe les bioréacteurs, Ouais, exactement. Pardon. Absolument, oui. Donc on chauffe nos bioréacteurs avec ça, et alors l'autre cycle, c'est de récupérer cette chaleur pour en faire de l'énergie. Donc on a aussi installé des pompes à chaleur de 400 MW qui nous permettent de récupérer l'équivalent de plus de 3000 MW par an d'énergie, ce qui correspond à peu près à 1300, l'équivalent en fait, d'énergie de 1300 foyers sur un an. Donc vous voyez, c'est énorme. Impressionnant. Séverine, vous avez mis en place en fait en 2010 un plan pour atteindre chez L'Oréal la neutralité carbone des usines. Quel pivot aussi. Quelles conséquences cela a-t-il eu? Oui, donc depuis 2010, le groupe L'Oréal s'est engagé dans un programme de sites neutres en carbone. On n'est pas encore au bout du chemin. Oui. Le scope dont on parlait tout à l'heure, 1 et 2, pour L'Oréal, c'est vraiment nos sites qui consomment cette énergie. Aujourd'hui, à fin 2020, c'était déjà 72 sites à travers le monde qui étaient neutres en carbone. Et alors juste, littéralement, j'ai appris aujourd'hui que l'ensemble de nos opérations sites opérés aux US étaient passés carbone neutre cette année.
4 ans en avance. Donc on est vraiment en train de mettre à disposition, Super. quand on s'équipe, et je prends un exemple parce que j'ai vécu moi-même aux US, on avait notre usine en Arkansas, c'est très ensoleillé, et il y avait vraiment littéralement des champs complets de panneaux solaires pour pouvoir subvenir aux besoins en énergie de ce site. Donc c'est un fantastique résultat. Et l'objectif, c'est d'être 100% site carbone neutre à horizon 2025 à travers le monde. Proche. Ce qui est assez proche. Quand Il on nous sait à quel reste point ces changements 3 ans. sont longs et C'est ça. lents Il faut accélérer. à réussir. Alors, il y a des exemples. Il y a un autre exemple intéressant, Étienne Tichet, sur justement ces stylos à insuline, parce que vous avez évoqué aujourd'hui l'évolution de manière assez incroyable. Il y a eu différentes étapes, justement, pour les patients. Et c'est un excellent exemple de repenser le cycle de vie du produit. Est-ce qu'on peut en dire un mot là-dessus, pour que vous nous racontiez un peu comment vous faisiez avant et ce que vous êtes en train de mettre en place? Pour que le patient puisse s'administrer lui-même son traitement, on a développé en fait des stylos à insuline pré-remplis. Parce qu'il y avait une demande de prêt-à-porter un petit peu. On voulait de l'usage rapide et facile. Avant, c'était la seringue. Voilà. L'alternative. Et alors que là, vous avez un outil discret qui est fiable et qui tous les jours est prêt à l'emploi à tout moment. Donc, mais en plastique. Voilà. En plastique. Donc évidemment un impact sur l'environnement certain. Donc on a travaillé dans les années 2000 déjà à réduire l'impact des plastiques qu'on avait sélectionnés. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de la partie éco-conception, on est allé un peu plus loin. Et surtout, on a démarré cette étape-là au Danemark avec la récupération de ces stylos. Et puis prochainement en France. Donc ce qui veut dire qu'on va récupérer ces stylos d'insuline par le biais des pharmaciens, par le biais des retours postaux. Oui. Et de façon à faire en sorte que ces stylos-là aient une deuxième vie. Donc au-delà de produire neutre sur le plan carbone, ce que l'on va réaliser à l'horizon premier trimestre, c'est aussi la récupération en France des stylos à insuline des patients. Pour vous donner une petite idée, on produit 1,5 milliard de stylos au sein du groupe, et c'est 25 millions en France. Quelle seconde vie leur avez-vous inventé après ? Alors la seconde vie, dans un premier temps, aujourd'hui on sait qu'on peut faire du mobilier de bureau. Donc si vous allez dans nos bureaux à Copenhague, vous verrez du mobilier de bureau fait avec des stylos. Mais dans l'idéal, c'est que ces stylos aient une deuxième vie en tant que stylo à insuline. D'accord, donc ça c'est la next step. Alors Séverine, en matière de produits et packaging, on a beaucoup critiqué le packaging, on le critique de plus en plus et vous avez beaucoup évolué là-dessus. On peut dire un mot de vos orientations là-dessus, des changements qui s'opèrent ? Tout à fait, on parlait d'éco-conception à l'instant. Pareil, on a une démarche d'éco-conception au moment du développement des nouveaux produits. Alors, on est vraiment sur 3 axes, à la fois réduire la quantité de plastique ou de verre à la conception du produit. Le deuxième axe, c'est bien entendu d'utiliser des matériaux le plus recyclés. Et donc, ça sous-entend, on espère derrière, recyclables aussi. Oui. Et enfin, c'est d'aller vraiment dans des nouveaux matériaux. Comme par exemple, on a l'habitude de voir plutôt des tubes en plastique. Là, l'innovation lancée l'année dernière en collaboration avec un fournisseur du groupe, c'était vraiment de lancer un tube en carton, vraiment une innovation sur le marché pour limiter encore une fois l'empreinte carbone. Le deuxième axe, au-delà de l'éco-conception des produits, c'est d'aller dans l'extension de la durée de vie des produits. C'est le cas sur les parfums de certaines marques de luxe du groupe, Azzaro Mugler par exemple, où le consommateur, une fois qu'il a terminé son parfum, peut aller à nouveau chez un distributeur pour remplir au sein d'une fontaine le parfum et réutiliser son packaging plusieurs fois. Ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est une piste intéressante. C'est très intéressant. Ça va se multiplier sur d'autres marques. Ça a démarré à l'échelle Azzaro Mugler et le groupe, notre division luxe, est en train de l'étendre à d'autres marques. C'est votre vision presque du vrac. C'est un peu le principe du vrac, effectivement. C'est un peu le principe du vrac avec un objet premium. Bien sûr. Son propre container, etc. Alors, il y a un rôle important que j'évoquais tout à l'heure, c'est celui de la collaboration avec l'écosystème, en fait, Sylvie. Est-ce que ce qu'on entend là illustre assez bien, justement, l'importance de travailler avec son écosystème, si on veut privilégier l'économie circulaire ? Je pense qu'effectivement, les 2 exemples démontrent l'importance de cette collaboration. En fait, pour aller vers une démarche d'économie circulaire, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'une organisation. Il faut forcément embarquer son écosystème. Alors, embarquer, par exemple, ses fournisseurs pour faire de la co-innovation, peut-être embarquer des startups pour aller chercher de l'innovation technologique, aller chercher des partenaires logistiques pour mettre en place toute la logique de logistique inversée. Donc, effectivement, ça ne se limite pas à simplement travailler en silo. Dans certains cas, on peut même aller travailler avec ses concurrents.
Ça permet de faire avancer les choses, ça permet de définir des nouveaux standards à l'échelle d'une industrie. Vous le voyez ça de plus en plus ? On le voit, effectivement, il y a des exemples pour aller vers des logiques de certification ou pour définir des standards qui vont ensuite être imposés justement à un panel de fournisseurs communs. Vous le voyez, Pierre-François, ça, chez vos clients, de plus en plus de collaboration, puisque vous avez une vision sur 600 clients, gros clients. Ils travaillent mieux ensemble qu'avant ou pas ? Dans l'industrie de la beauté, on a, avec L'Oréal également, on a créé une initiative qui s'appelle la Responsible Beauty Initiative, qui est une plateforme collaborative entre une douzaine de grandes marques mondiales de la cosmétique qui disent on veut mettre en place un standard commun, voilà, pour la mesure des fournisseurs. Le bémol, c'est peut-être quand on rentre dans l'économie circulaire, la mise en place de systèmes de collaboration. Voilà, là, c'est des projets plus complexes et c'est plus difficile à faire au stade d'une industrie. Et il y a également un sujet qui est faire monter en puissance la capacité technique des fournisseurs à travailler sur ces sujets. Parce que vous parliez d'éco-conception, voilà, ou d'analyse du cycle de vie, c'est des techniques qui sont assez complexes. Ouais, nous, on mesure ça avec Covadis. Sur les 80 000 entreprises qu'on note, il n'y en a que 2% qui ont mis en place qui peuvent prouver avoir mis en place des démarches 2%. 2%. Ça monte. Voilà, quand on regarde les grosses entreprises ou les entreprises de taille moyenne dans l'automobile ou dans le packaging, là, c'est plutôt 20 ou 25%. Oui. Mais de façon générale, voilà, il y a un vrai sujet de démocratisation de ces démarches d'économie circulaire. Parce que c'est incroyablement puissant. Voilà, ça permet de réduire potentiellement de 100% les déchets, mais il y a c'est pas à la portée de toutes les PME ou de tous les ETI. Une remarque rapide, on n'a pas évoqué le client qui a aussi son rôle à jouer sur la pression qu'il met. Il y a un chiffre qui m'a étonné parce que je ne sais pas si le client est toujours un peu bizarre. Il dit une chose et il fait parfois le contraire dans son mode d'achat. 66% des consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour des marques durables. Est-ce que ce sont des éléments dont vous tenez compte aujourd'hui chez L'Oréal ? Est-ce que Sylvie, vous validez ces éléments ? Est-ce qu'on observe effectivement notamment chez L'Oréal, est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui ils sont prêts à ça ? On est encore à la frontière. Alors Parce qu'on dit une chose et on fait un peu son contraire. Oui, c'est ça. Alors je pense que l'important, et ça fait partie de l'idée de consortium de différents compétiteurs, c'est de mettre en place aussi peut-être ce système de notation de lecture accessible aux consommateurs pour aussi s'y retrouver. Entre notamment la notation PIL qui va permettre aux consommateurs de s'orienter, de faire les bons choix. Et je pense qu'on leur doit aussi plus de lisibilité dans ce domaine pour des choix éclairés. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils franchissent déjà le pas d'aller payer X% plus cher aujourd'hui ? Moi, 66% d'après cette étude en tout cas. Ouais. Étienne Tichit, le patient c'est pareil, il faut qu'on l'inclue dans cette démarche aujourd'hui. Est-ce qu'il y est prêt ? Vous évoquiez aussi dans l'écosystème les pouvoirs publics, puisque vous-même vous travaillez dans cet écosystème. La santé est gérée par les États, notamment par les gouvernements. Les clients ont un rôle important. Quelle est votre vision là-dessus de cet écosystème et votre façon de vous y incruster pour favoriser toute cette économie circulaire aujourd'hui ? La première chose, c'est que je pense que la collaboration est indispensable déjà pour modifier les statuts en fait, des produits de santé. Typiquement, là pour le programme Retour Pen, hein, donc le retour de nos stylos, faut la signature de 4 ministères. Donc nécessairement, on doit travailler avec le ministère des entreprises, le ministère de la santé, voilà, donc le ministère de l'écologie, le ministère de la transformation et tout ça. Donc c'est compliqué parce que le statut médicament est un statut particulier. Donc la nécessité de travailler avec les pouvoirs publics, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de trouver une forme de valorisation de cet effort, hein, puisque typiquement le retour de ces stylos coûte à l'entreprise à peu près 4 à 5 millions d'euros par an. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Et on ne peut pas le répercuter sur le patient lui-même, hein, puisque le patient est pris en charge. Et l'autre aspect, c'est médecin et patient citoyen. Donc on a beaucoup parlé avec le Covid ces derniers temps de souveraineté sanitaire. Et dans le domaine du médicament, il y a une vraie réflexion quand même sur une européanisation de la production des produits de santé et quelque part aussi favoriser les circuits courts, favoriser les cycles vertueux de production et de récupération. Absolument. Dans l'écosystème, un mot rapide, est-ce qu'il y a les ONG aussi ? Vous faites des choses aussi là-dessus chez L'Oréal ? Oui, en matière d'accompagnement, c'est très important. On n'est pas expert, on ne se veut pas expert dans tous les domaines et c'est très important d'avoir les bonnes ONG sur les bons sujets pour nous accompagner et faire les bons programmes.
Et dans l'écosystème, il y a aussi les acteurs de la tech, en fait. Pierre-François Thaler, la technologie aussi fait partie aujourd'hui de cet écosystème de l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait ? Les supply chains mondiales, c'est tellement massif et tellement fragmenté avec des millions d'entreprises. Si on veut mettre en place ces programmes de façon industrielle, il faut utiliser la technologie pour être capable d'analyser toutes les données, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de données qui sont produites en matière de sustainability. Avant, c'était l'apanage un peu des grands groupes. Maintenant, il y a des reporting et des rapports dans tous les sens. Donc nous, on a des équipes de développeurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle pour analyser automatiquement les informations qu'on a dans les rapports des fournisseurs. Il y a des initiatives très intéressantes qui sont faites pour utiliser les images satellites, par exemple pour mesurer l'impact de la déforestation ou mesurer la qualité des crédits carbone. Il y a besoin de beaucoup de technologies pour être capable notamment de monitorer en temps réel ce qui se passe dans les supply chains sur tous ces sujets. Quelle est la place, Sylvie, de la technologie pour développer une économie plus circulaire aujourd'hui ? L'IA, bien sûr, qu'on vient d'évoquer avec Pierre-François, mais votre vision un peu globale qui voyait beaucoup d'entreprises chez Accenture en fait, sur ces sujets. Alors, les nouvelles technologies jouent effectivement un rôle central dans l'accélération de la mise en place de modèles circulaires. Oui. Donc, on peut citer quelques exemples. Il y a les innovations dans le domaine de la biologie, donc tout ce qui est développement de nouveaux matériaux d'origine biologique, d'origine végétale. Puis évidemment, il y a énormément d'innovations dans le domaine du digital. On peut citer par exemple tout ce qui est lié à la robotique ou l'intelligence artificielle. Par exemple, le développement de robots qui sont capables d'accélérer et d'améliorer l'efficacité du recyclage et du tri. Un exemple connu, c'est celui d'Apple, qui a développé un robot qui est capable en quelques minutes de démonter intégralement un iPhone et de récupérer 14 matériaux différents qui vont être envoyés dans un cycle de recyclage pour pouvoir produire des futurs iPhones. Les objets connectés, les capteurs, il y a d'autres la exemples. prédictive, ces choses-là aussi. Tout à fait. Donc l'IoT ou les objets connectés, en fait, ça consiste à mettre en place des capteurs sensoriels dans les produits ou dans les équipements, oui. Donc, ce qui permet de collecter des données et d'anticiper des actions de maintenance prédictive, ce qui permet d'étendre la durée de vie du produit. Dans le même registre, on a par exemple l'impression 3D qui va permettre d'imprimer des pièces de rechange, des pièces détachées à la demande, des pièces qui pouvaient être difficilement stockables à cause de la faible demande. Donc, dans la même logique, ça permet de réparer, d'étendre la durée de vie des produits. La 3D, donc très liée en fait, potentiellement à l'économie circulaire. En fait, elle va beaucoup la favoriser. Il y a un vrai potentiel sur l'extension et l'extension de la durée de vie et la réparation. Bien sûr. Il y a beaucoup d'attentes autour de ça. La blockchain ou pas ? Alors la blockchain... Elle fait quelque chose pour l'économie circulaire ou pas, elle ? Tout à fait. Ouais. Avec la capacité d'avoir la traçabilité des ingrédients, des produits tout au long de la supply chain. Et ce qui permet finalement jusqu'au consommateur final d'avoir la certitude que les produits finis sont d'origine responsable. C'est-à-dire que c'est fait à partir d'ingrédients qui sont produits selon des techniques responsables, qu'il y a des méthodes de fabrication qui sont responsables. Et l'IA accélère vraiment tout cela aujourd'hui ? Parce que tout le monde parle d'IA dans tous les sens, mais aujourd'hui cette capacité à traiter des milliards de data nous fait gagner beaucoup de temps sur ces innovations. Aujourd'hui, elles arrivent plus vite sur le marché ou pas ? Tout ce qui est lié à la data, le machine learning, l'intelligence artificielle, ouais. Ça a un Industrie rôle 4.0. très, très important. Pierre-François l'a évoqué, en fait, la vraie difficulté au niveau de la supply chain pour pouvoir avoir un impact, c'est un problème de transparence. Il y a énormément d'acteurs, les supply chains sont globales, elles sont complexes. C'est remonté d'ailleurs comme un des principaux challenges par les dirigeants pour avoir un impact sur leur supply chain. Donc la capacité à croiser des données internes, des données externes, à traiter toute cette donnée, ça permet d'améliorer son efficacité opérationnelle, ça permet justement d'avoir davantage de visibilité sur ses fournisseurs, sur leurs performances, et donc in fine d'avoir un impact sur l'environnement. Séverine Téricavé, j'ai une note là, je ne comprends pas le truc, mais vous allez m'expliquer ce que c'est. Les nouvelles technologies de recyclage enzymatique pour obtenir du plastique recyclé transparent.
Oui, Ça, c'est une des innovations. C'est quoi? Dites-moi, Oui, faites-moi on rêver. parlait à l'instant des innovations technologiques pour accélérer l'économie circulaire. Aujourd'hui, quand on pense par exemple plastique recyclé, on s'imagine bien les filières, on les a tous vues à la télé, où on fait du recyclage qu'on appelle mécanique, on trie, on nettoie, on rebroie. Mais ça a quand même une limite dans ce qu'on peut récupérer et de remettre dans la chaîne de manière, on va dire, durable. Oui. Si on a un plastique coloré, comment faire pour remettre du plastique transparent? C'est là que l'innovation technologique, on va dire le recyclage chimique, sans prendre peur avec le mot chimique, Oui. on est vraiment dans l'interaction de molécules, donc ça peut être de la solubilisation ou de la réaction enzymatique, va nous permettre de casser tous les ponts entre nos différents polymères pour les remettre à l'état d'origine, comme un plastique transparent, et les réinsérer au bon niveau dans la filière plastique. Ce sont des innovations récentes, ça, ou pas? C'est récent. Oui. Donc notamment, ça a démarré par plusieurs startups au Oui. cours de ces 2-3 dernières années. D'accord. Maintenant, on a des grands groupes industriels qui se mettent aussi dans cette voie. Tiens, on n'a pas parlé d'écosystème start-up. Ils nous aident vraiment sur ces sujets? Complètement. Réponse oui, non, comme Oui. réponse rapide oui, non. Oui, Oui. vraiment. On peut leur faire confiance, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, oui, mais est-ce qu'ils nous sont utiles? Est-ce qu'ils nous sont utiles au-delà de lever des fonds? Oui. Oui, sur la Ils sont là partie pour porter industrie l'innovation. 4.0 aussi, il y a beaucoup d'apports de leur part. Tant mieux, parce que je pense qu'effectivement, dans bien des sujets, ils peuvent nous aider énormément. Il y a des partenariats aussi. Vous en avez un, je crois, Lanzatech. On en peut en dire un mot, par exemple? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une autre forme de recyclage, on va dire. C'est vraiment d'aller capter des rejets de CO2, de carbone industriel, pour pouvoir le transformer en bioéthanol, puis derrière, à nouveau, en polymère plastique. Est-ce qu'il y a, Sylvie, d'autres modèles d'économie circulaire que ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent? Oui, alors effectivement, dans tous les exemples qu'on a évoqués, ça tourne beaucoup autour de la production. Donc sur l'utilisation de matériaux éco-responsables, l'utilisation d'énergie renouvelable, les réflexions autour de l'extension de la durée de vie des produits. Il y a aussi d'autres business models d'économie circulaire qui sont plutôt liés à la consommation. Oui. Donc on peut en citer deux. Tout ce qui est autour des plateformes de partage. Ouais. Donc là, l'enjeu, c'est d'étendre l'utilisation des produits en partageant l'utilisation. Qui ne sont pas récentes, mais qui ont un impact très important. Exactement, et qui peuvent se multiplier. Et on a également la notion de product as a service, où là, l'entreprise va garder la propriété du produit, va s'occuper de gérer la maintenance, l'entretien, et la fin de vie également de ces produits. Donc là, on peut citer l'exemple connu de Michelin, qui, pour certains de ses clients, va proposer pour les flottes de véhicules non plus de vendre des pneus à l'unité, Mais du mais des kilomètre pneus parcouru. au kilomètre. Du kilomètre parcouru, Exactement. en fait, absolument. Exactement. Il va s'occuper donc de gérer la réparation, l'entretien et Je le crois que remplacement. c'est vrai aussi sur les moteurs d'avion depuis quelques années. Je crois que c'est Rolls-Royce qui propose à peu près la même chose. Justement, on n'achète pas un réacteur, mais effectivement un avion qui atterrit et qui décolle dans de bonnes conditions. Et ça, c'est également c'est toute la révolution aussi de la propriété versus l'usage aussi qui est en train de changer beaucoup l'économie en fait. Donc, et lesquels se développent les plus vite parmi ces modèles, à vos yeux, ces autres modèles d'économie circulaire? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Est-ce qu'il y a des innovations, des choses dans toutes les innovations qui évoluent aujourd'hui, dans le retail notamment, etc. Est-ce qu'il se passe des choses intéressantes que vous observez? En fait, je pense qu'on a vu à peu près toutes les typologies de business model. Je pense que maintenant, l'enjeu... D'ailleurs, je reviens sur le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, 7%, lequel? 74%, je crois, Oui, le tout des premier. dirigeants qui déclarent avoir déjà initié un certain Absolument, nombre oui. d'actions en termes d'économie circulaire. On a observé effectivement une vraie accélération ces derniers mois sur ces problématiques environnementales, une vraie prise de conscience et puis une accélération aussi dans l'action. Maintenant, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire se passer justement d'initiatives, de prototypes, à une transformation profonde qui va permettre justement de déployer cette économie circulaire à grande échelle. Est-ce que chez vous, Séverine ou Étienne, vous avez des exemples ou des utilisations de ce qu'on évoquait, product as a service, etc. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Est-ce qu'il Oui. y a des innovations là-dessus, justement? Vous validez que c'est également un mode d'économie circulaire intéressant à explorer?
Mais complètement. C'est pour ça que L'Oréal s'est lancé dans le programme aussi Beauty Tech, pour vraiment passer d'une économie, ou en tout cas d'un business model de produit, un business model de service. On a vu là récemment sur le domaine du produit de maquillage pour les lèvres, Oui. le d'acheter unitairement une teinte de rouge à lèvres sur un bâton de rouge à lèvres, c'est vraiment d'avoir un objet, on va dire, de personnalisation à la maison qui permette d'avoir multitude possibilités de teintes et ne pas avoir à chaque fois le packaging unitaire associé. Tout à fait. Et là-dessus, vous avez pris beaucoup d'avance aussi, je crois, chez L'Oréal, sur cet aspect de beauté mélangé à la tech, en fait. Étienne, dans l'insuline ou dans d'autres métiers de votre groupe, effectivement, vous utilisez également cette approche product as a service ou d'autres, éventuellement, de plateformes qu'on évoquait ? Non, pas encore. Le médicament est nécessairement quelque chose de très personnel, Oui. individualisé, et on ne peut pas complètement dématérialiser en fait, ce médicament aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes. Donc, en gros, allez, je caricature 1 minute par personne pour chacun de vous pour me convaincre des principaux bénéfices, avantages et peut-être aussi parfois challenges liés à la mise en place de cette économie circulaire qu'on souhaite tous et qui est en train de se mettre en œuvre. Je ne sais pas qui veut ouvrir le bal. Séverine ? Allez, je peux y aller. Allez-y. Je vais reprendre un chiffre clé du départ. Pour moi, le bénéfice, il est clair. Quand on parle de 1,7 planètes par an, ce n'est plus une option, il faut y aller. Et il faut engager le plus rapidement et le plus largement possible nos fournisseurs. Le challenge, c'est quand même, je pense que c'était évoqué tout à l'heure, la jungle dans les réglementations des différents pays, notamment en termes de recyclabilité. Ça, c'est un vrai challenge à l'échelle planétaire. C'est ça qu'on devrait attaquer Ouais, pour tout à que fait. globalement ça se passe de manière Plus à peu près rapidement. partout dans le monde de la même façon. Complètement. Et j'imagine que les groupes de la taille de L'Oréal y contribuent. On y contribue fortement. Parce que forcément, vous avez un peu de pouvoir sur ces sujets dans le monde. Étienne, peut-être Étienne, convainquez-moi. Je suis convaincu, mais convainquez-moi encore plus. Ouais, non, sur la partie bénéfice, je pense que le bénéfice, c'est surtout, c'est encore accélérer l'innovation. On a souvent parlé, là en l'occurrence dans mon domaine, d'innovation scientifique, médicale, mais là on est vraiment on va encore plus loin dans le cycle d'innovation avec des produits qui sont éco-responsables. Et je trouve ça toujours un petit peu dommage que ce soit maintenant qu'on en parle, quelque part, et en même temps appartenant à une fondation danoise, depuis 70 ans on travaille dessus, et le modèle de Kalundborg a été largement éprouvé avec une recyclabilité en fait déjà de nos matières premières et tout ça. Donc je trouve ça bien aujourd'hui qu'on soit de plus en plus nombreux autour de la table, et puis aussi qu'on arrive à associer des partenaires. Je pense qu'avec EcoVadis, on a vraiment un fort soutien pour aussi enclencher un cycle d'innovation chez nos fournisseurs, nos partenaires dans l'action. Donc typiquement, au sein de Novo, on a poussé, on va dire, l'indicateur un peu plus fort. On s'est dit, il nous faut des partenaires qui sont à 80% d'évaluation EcoVadis, donc d'ici 2023. Donc là, on a enclenché ce processus-là déjà en 2021. Et on espère qu'on aura choisi les bons partenaires et qu'eux aussi seront dans un cycle d'innovation. Donc je pense que c'est ça. L'idée, c'est l'innovation pour tous et idéalement au service du patient, du citoyen, voilà, dans toutes ses formes. Merci Étienne. Pierre-François Thaler, si vous deviez me convaincre de devenir le 601e client d'EcoVadis, que je ne suis pas encore. Non, je voudrais vous convaincre d'autre quoi ? chose, c'est... on a une responsabilité énorme pour les grands groupes, voilà, de lancer cette transformation et de la faire très vite. La COP26 vient de se terminer avec des résultats un petit peu en demi-teinte, pour être positif. On voit que maintenant, c'est le secteur privé, voilà, qui va devoir accélérer cette transition. Quand on regarde les 500 plus grandes entreprises mondiales, elles représentent chaque année 23 000 milliards d'euros d'achats annuels. 23 000 milliards. 23 000 milliards, je ne me trompe pas de zéro, donc c'est plus que le PNB de la plupart des pays. Ouais. Voilà, donc auprès de millions de fournisseurs, parce que c'est 50 000 pour L'Oréal seul. Voilà, donc si on arrive avec ces 500 entreprises à mobiliser chaque année, ne serait-ce que 10 ou 20% de leurs achats vers des fournisseurs entièrement décarbonés, on parle d'un impact qui est bien plus important que ce que font les investisseurs responsables ou les plans de relance verts, quoi. Donc il y a une vraie opportunité, une vraie responsabilité, un levier majeur pour les supply chain responsables qui est un peu sous-estimé, voilà, par les politiques ou les grands médias. Donc c'est très convaincant. Merci beaucoup. Et peut-être la parole pour le dernier mot de conclusion à vous, Sylvie. Convainquez-moi. Alors, je pense qu'effectivement, l'économie circulaire, ça n'est plus une option. Je pense qu'on a donné un certain nombre de chiffres assez évocateurs.
Ce qu'on constate aussi aujourd'hui, c'est quelque part les problématiques du développement durable, c'est le nouveau digital. En fait, on a vécu une vague de transformations liées au digital ces dernières années, qui sont traduites par des transformations majeures dans les entreprises, en termes d'organisation, en termes de mode de fonctionnement. Et en fait, aujourd'hui, le sujet qui est au cœur des préoccupations de nos clients chez Accenture, c'est la sustainability. Ça fait partie de leurs priorités stratégiques. Donc clairement, il y a un virage à prendre. Ça va induire des transformations, je pense, encore plus profondes que les modifications liées au digital. On l'a vu, on parle de transformation des produits, on parle de transformation des opérations, transformation d'organisation, culture, transformation dans la façon dont on collabore avec tout son écosystème. Voilà, donc ce virage, tout le monde va devoir le prendre. Et le plus vite possible face à l'urgence climatique. Le message est clair, il est passé. Merci à tous les quatre. Je rappelle Sylvie Bandili que vous êtes directrice exécutive Accenture Stratégie en charge des activités conseil, supply chain et achat. Étienne Tichit, vous êtes corporate vice president et directeur général de Novo Nordisk France. Pierre-François Thaler, cofondateur d'Ecovadis. Et Séverine Terricavé, directrice des achats directs groupe L'Oréal. C'est la fin de cette session des Sustainability Days d'Accenture. Il y en a 10 sessions. Vous pouvez les choisir sur la plateforme. Cultivez-vous sur l'économie responsable parce que c'est un enjeu majeur. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Ciao.